Et également figure de l'aile gauche, auteur d'un rapport sur l'intégration. C'est vous, Aurélien Taché, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On a beaucoup parlé de vous ces derniers jours, ces dernières semaines, je le rappelle, parce que vous êtes en première ligne sur les questions de laïcité. Vous aviez critiqué les propos de Jean-Michel Blanquer qui ne souhaitait pas souhaitable, qui estimait pas souhaitable le voile dans la société. On va en reparler. Mais hier, dans un tweet, après l'attentat de Bayonne, vous avez écrit « Maintenant, ça suffit ». Ça suffit quoi ? Ça suffit finalement de regarder cette espèce de dynamique infernale depuis des semaines, des mois, peut-être même des années finalement. Vous savez, moi j'avais 17 ans au moment des attentats du 11 septembre 2001, j'avais ensuite à peine 18 ans en avril 2002, et c'est déjà la même logique. On a des attentats terroristes au nom de l'islamisme, on a ensuite certains politiques qui essayent de récupérer cela pour faire passer leurs propres idées de rejet, je pense bien sûr au Front National, et finalement ça fait depuis cette époque-là qu'on ne sort pas de cette espèce de climat ambiant qui est absolument terrible. Vous dites qu'on est dans un climat qui finalement rend assez inéluctable, ou rendait assez inéluctable ce qui s'est passé hier. Il y a une dynamique, il y a une logique. Je dis qu'effectivement, quand on laisse depuis maintenant beaucoup trop d'années les discours de haine prospérer, franchir des étapes sans jamais s'en émouvoir, je repense quand même à la dernière illustration que nous en a fait Éric Zemmour la semaine dernière, quand il dit le maréchal Bugeaud, quand il arrive en Algérie, il se met à massacrer des musulmans. Moi aujourd'hui, je suis du côté du maréchal Bugeaud. Qu'est-ce qui se passe hier ? Mais je vois quand même qu'effectivement, quand ces discours de haine prospèrent, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite les esprits les plus radicaux, peut-être parfois un peu dérangés, puissent ensuite passer à l'acte. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucune responsabilité, qu'il n'y a aucun lien, ça n'est pas vrai. Et donc ça, moi je dis qu'il faut maintenant s'élever contre cela avec force et dire stop. Alors, il y en a qui vont vous dire, c'est un débat, mais en fait, vous n'êtes pas content d'entendre des opinions qui sont contraires aux vôtres. Vous dites non, c'est pas une opinion contraire ? Je dis que quand on dit qu'on est du côté de ceux qui massacrent, on n'est plus dans une opinion, on est dans un délit. On est dans un appel à la violence qui doit être condamné, qui doit être refusé. Et aujourd'hui, nos concitoyens musulmans, finalement, ils sont pratiquement l'objet d'une double peine. Ils ont d'une part leur religion qui est dévoyée pour commettre du terrorisme et qui parfois les frappe eux-mêmes. Je veux rappeler quand même qu'à Nice, on a eu des concitoyens musulmans qui y sont morts, qu'en Allemagne, l'autre jour, cet attentat contre une synagogue a aussi ensuite été perpétré contre un restaurant turc, et que maintenant, on a un terrorisme suprémaciste qui se développe partout dans le monde. On a vu Christchurch en Nouvelle-Zélande, je viens de parler de l'Allemagne, et qui les frappe aussi spécifiquement, qui continue aussi de frapper d'autres, nos concitoyens juifs et d'autres, mais qui les frappe spécifiquement. Il faut s'élever contre ça, le dénoncer et le refuser en bloc. Donc pour vous, c'est clair, il y a un discours, un discours qui encourage, c'est votre opinion. L'attaquant est un homme de 84 ans, ancien candidat FN au régional. Marine Le Pen a immédiatement demandé par tweet pas d'amalgame, ce que Sébastien Chenu, membre de cadre du RN, a répété il y a quelques minutes dans la matinale de Pascal de la Tour-du-Pin. On l'écoute. A été un candidat éphémère du Front National en 2015. Depuis, nous en sommes séparés. Depuis, il a pris lui-même aussi, d'ailleurs, ses distances. Et depuis, il avait visiblement sombré dans un discours totalement incohérent. Donc non, ça ne nous met pas mal à l'aise parce que nous n'avions pas de capacité à déceler visiblement la démence, l'incohérence et visiblement la violence dont il a fait preuve aujourd'hui à l'époque. Mais il ne faut pas non plus essayer de faire d'amalgame. Cette phrase a été beaucoup utilisée dans le passé. Il n'y a pas d'amalgame à faire avec notre mouvement politique. Donc voilà, Sébastien Chenu, pas d'amalgame, pas vu, pas pris, on n'y est pour rien. Je suis heureux d'entendre Sébastien Chenu se convertir au pas d'amalgame. Qu'est-ce qu'on a été moqués, nous, ceux qui disaient à un moment « il ne faut pas faire d'amalgame entre les musulmans et les islamistes. L'islam et l'islamisme sont deux choses différentes ». Je suis d'accord pour dire que la nation et le nationalisme sont deux choses différentes. Donc je peux imaginer qu'il y a de simples, sincères défenseurs de la nation autour de Sébastien Chenu, je l'espère. Mais je l'invite vraiment à du coup essayer de dupliquer cette doctrine à tous et à ne pas faire deux poids deux mesures. Ouais. Moi je ne dis pas effectivement que le Rassemblement national égale terrorisme. Je dis qu'en revanche il faut faire attention à un certain nombre de messages politiques ou à un certain nombre de comportements de responsables de leur rang. Julien Audoul, quand il interpelle cette femme, lui demande d'enlever son voile, se comporte quand même comme quelqu'un qui stigmatise les musulmans. Ce monsieur, certes, n'était plus au Rassemblement national aujourd'hui, mais a été dans les rangs de ce parti, donc qu'ils soient eux aussi très vigilants pour ne pas être l'objet d'amalgame. Donc, puisque vous dites tout le monde doit faire son examen de conscience, le débat public, en tout cas certains propos qui sont tenus, le Front National, enfin en tout cas le RN,
Quelle est la part de responsabilité, et je vous pose la question directement, Aurélien Taché, j'espère une réponse franche et claire, quelle est la part de responsabilité, par exemple, d'un ministre comme Jean-Michel Blanquer, qui dit que le voile n'est pas souhaitable dans le débat? Est-ce que lui aussi il met de l'huile sur le feu? On a eu beaucoup l'occasion de parler effectivement oui, la différence qu'on avait eue avec Jean-Michel Blanquer sur cette question. Moi d'abord je veux redire que Jean-Michel Blanquer, en aucun cas, on ne peut mettre ses propos sur le plan de ceux du Front National. C'est un républicain, un vrai républicain. Il a une position sur le voile qui est liée à sa vision de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je respecte cela. En revanche, il faut être très clair sur le fait que non, l'État n'a pas à dire ce qui n'est souhaitable ou pas en matière religieuse, tant que les lois de la République sont respectées. Est-ce que ça participe au climat? Je ne pense pas que cela participe au climat, mais en revanche, ce que j'avais dit à l'époque, et que je redis, c'est que certains qui sont mal intentionnés peuvent reprendre ces propos-là, les instrumentaliser. Certains au Rassemblement national ou ailleurs peuvent instrumentaliser les propos de républicains sincères comme Jean-Michel Blanquer. Donc il nous faut tous être vigilants. Donc ce sont des propos qu'il faudrait ne pas tenir pour ne pas que ce soit instrumentalisé. Je pense qu'il faut en tout cas être le plus précis possible et le plus clair possible sur ces questions. Et nous avons un certain nombre de débats qui vont se poser à nous en matière de laïcité ou de communautarisme par exemple. Emmanuel Macron a dit qu'il ne fallait pas confondre les deux. Lui est très clair, à chaque fois qu'il en parle, il dit on ne peut pas prendre la laïcité en otage au nom du communautarisme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, quand on dit qu'un voile est nécessairement porté pour des raisons de militantisme politique, finalement, on prend en otage cette question-là pour finalement dire qu'il y aurait forcément une forme de communautarisme quand on porte un voile. Ce qui est faux. Dans bien des cas, c'est une simple expression de la foi. Qu'on pense à Latifa Ibn Zaten, par exemple. Comment vous faites la différence, Aurélien Taché, entre un voile qui a une signification politique et un voile qui correspond à une religion à laquelle on croit intimement? Mais comment vous faites la différence? Quand on a dans d'autres religions des gens qui affichent une conviction religieuse, on ne se demande pas systématiquement si ils mettent les lois de la République avant ou après leur conviction religieuse. Est-ce que ce n'est pas une question qu'il faut se poser une fois pour toutes et éventuellement 73% des Français, dans un sondage publié par le Journal du dimanche tout à fait. Dernier, par le JDD, 73% sont favorables à ce qu'on interdise le voile lors des sorties scolaires. Mais comment voulez-vous qu'il ça ne vous interpelle pas? Si, mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand vous avez très régulièrement des gens qui assimilent voile et islam politique? C'est un problème. Nous avons une lutte contre le communautarisme à mener, le président de la République l'a rappelé et il a raison. Néanmoins, encore une fois, le voile ne peut pas forcément être assimilé à l'islam politique. Je vous parlais à l'instant de Latifa Ibn Zaten. On se rappelle de cette mère héroïque, son fils militaire tué par Mohamed Merah, qui fait aujourd'hui le tour de France dans les quartiers difficiles pour aller dire à quel point l'islam n'est pas une religion de haine ou autre. Est-ce qu'on pense sincèrement que le voile de Latifa Ibn Zaten exprime autre chose que sa manière à elle d'être française? Moi, je ne le crois pas. Donc il faut à un moment arrêter de faire la confusion entre les deux. Oui, il y a bien sûr un combat à mener contre le communautarisme, mais ce n'est pas en dévoyant la laïcité. Et ce n'est pas en amenant ce sujet, par exemple, des mamans lors des sorties scolaires que nous gagnerons cette bataille. Qu'est-ce qui va se passer si nous interdisons finalement ce port du foulard dans les sorties scolaires, comme le réclame encore une sénatrice, les Républicains, Madame Eustache, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, il y a une proposition de loi qui est d'ailleurs débattue au Sénat. Ça tombe à pic ou c'est franchement pas opportun aujourd'hui? Écoutez, moi je trouve que le groupe Les Républicains devrait peut-être s'interroger, oui, sur l'opportunité aujourd'hui d'avoir ce débat-là. Vous leur dites oui, je leur dis à un moment, les Républicains, il faut que nos collègues des Républicains, ce parti qui porte ce nom quand même, les Républicains, retrouvent un peu de raison aussi, parce que nous avons dans leur rang des gens qui tiennent des discours extrêmement compliqués. Donc c'est déraisonnable pour vous d'en débattre? Je le trouve. Madame Eustache, moi je la connais, elle est du Val d'Oise. Elle s'est illustrée il y a peu de temps, la sénatrice qui propose cette loi, parce qu'elle est maire d'une commune du Val d'Oise et elle avait expulsé du marché de Noël de sa commune une femme qui tenait un étal et qui portait un foulard, qui ne demandait rien à personne. Voilà un petit peu quand même l'ambiance dans les rangs des Républicains aussi. Sébastien Meurant, sénateur du Val d'Oise aussi, qui lutte contre l'islamisation de la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Français musulmans seraient moins français que les autres? Il faut à un moment que nous ramenions de la raison et de l'apaisement. Manuel Valls, sur France Inter, vient de dire ne pas stigmatiser. C'est ce que vous cherchez, c'est ce que vous dites. Faut pas stigmatiser, faut pas stigmatiser. Ne pas stigmatiser conduit à ne pas traiter. Vous entendez ça, cette réserve forte? On ne traite pas les problèmes de fond, et notamment les questions le trouble identitaire des Français, si au nom de la non-stigmatisation,
finalement, on s'empêche de faire quoi que ce soit. Mais le trouble identitaire des Français, il resterait d'abord à objectiver. Moi, je crois qu'on ne peut pas avoir... 78% des Français, je rappelle, c'est un autre élément du sondage du JDD, 78% des Français estiment en France que la laïcité est menacée. Vous savez ce qu'a dit Emmanuel Macron encore récemment. La perception... En politique, c'est la réalité. Je suis d'accord avec... on est dans cette perception-là. Je suis entièrement d'accord avec cela. Et d'ailleurs, c'est un peu ce sentiment d'insécurité, si vous vous rappelez, je parlais de 2002 tout à l'heure, qui avait conduit aussi à l'époque à des résultats politiques terribles. Donc, il faut pouvoir tenir compte de la perception, il faut aussi pouvoir déconstruire un certain nombre de préjugés. Aujourd'hui, avec, depuis maintenant des années, des couvertures d'hebdomadaires, des chroniqueurs télé, des responsables politiques qui ne cessent de nous dire qu'effectivement, nous avons une islamisation de la France, que la majorité des musulmans seraient... plutôt d'accord pour que la charia prime sur la laïcité ou autre. Comment voulez-vous qu'il en aille autrement? C'est évident que les Français ne peuvent répondre que cela. Donc c'est aussi à nous, à un moment, de déconstruire un certain nombre de préjugés, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir avec force, et une grande force, pour lutter contre le terrorisme. Vous faites partie des naïfs, Aurélien Taché. Refuser de stigmatiser, c'est éventuellement s'empêcher de traiter. Eh bien, alors, s'il faut stigmatiser, avec fermeté. S'il faut stigmatiser pour traiter les problèmes, je crois qu'à ce moment-là, effectivement, je suis fier de faire partie des naïfs. Vous êtes fier de faire partie d'un parti, La République En Marche, qui finalement ne traite pas les problèmes. Je crois alors les traite... ne les traite pas d'ailleurs. Je crois que le président de la République a été très clair hier matin. Vous trouvez qu'il est tranché, le parti, sur ces questions? Alors, le parti, c'est un autre sujet. Le président, lui, s'est exprimé. Le mouvement La République En Marche va mettre en place un certain nombre de choses justement pour agir sur ces questions de communautarisme. Très bien, il faut le faire. Je dirais quand même aussi qu'il faut, si on doit traiter tous les problèmes, aussi prendre en compte un certain nombre d'autres sujets qui peuvent faire monter ce communautarisme. La République En Marche, c'est un parti qui avait aussi, qui s'était construit autour de l'idée et qui avait fait son succès autour de l'idée qu'il fallait rassembler les Français d'où qu'ils viennent, qu'il fallait donner des responsabilités à chacun, peu importe finalement d'où il part, s'il était méritant. Aujourd'hui, est-ce qu'on a été assez loin sur cette question de la lutte contre les discriminations, sur cette question de la prise en compte... Vous voulez traiter la question de la laïcité, pardon Aurélien Taché, en luttant contre les discriminations. C'est exactement le contraire de ce que disent certains. La question de la lutte contre le communautarisme est éminemment liée à celle des discriminations. Quand dans certains quartiers, vous n'avez pas, ou très très peu de perspectives, que finalement, les partis politiques traditionnels auxquels appartenait Manuel Valls, par exemple, par le passé, quand ils ont très très peu donné de responsabilité à finalement ces jeunes issus de la diversité des quartiers populaires, il y a une responsabilité dans le fait qu'aujourd'hui, certains se disent, mais alors est-ce que vraiment il y a une place pour moi en France? Est-ce que véritablement, à part cette communauté justement auquel on me renvoie sans cesse, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui réellement veut de moi? Moi, je crois que nous avons une responsabilité forte là-dedans, avec La République En Marche en particulier et les progressistes en particulier. Moi, j'ai fait des propositions à Stanislas Guérini qui vont dans ce sens. Il a oublié ça, le parti, je trouve que nous avons eu un certain nombre d'actes forts. Moi, j'avais fait ce rapport sur l'intégration, vous en avez parlé, c'est bien pour les gens qui viennent d'arriver, mais qu'est-ce qu'on fait pour leurs enfants? Comment voulez-vous que les gens se sentent pleinement français tant qu'ils n'auront pas l'impression que leurs enfants sont à égalité avec tous les autres Français en matière d'accès aux responsabilités, à l'emploi, au logement? Nous avons énormément de sujets à traiter. Et ça n'a pas été traité à sa juste mesure. Je trouve que nous devons aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Je trouve que nous n'avons pas été assez loin, effectivement, que oui, il faut donner beaucoup plus de force à l'ensemble de ces chantiers-là, que nous avons été attendus par ça. Moi, il ne se passe pas une journée sans que dans les quartiers populaires, à Cergy, là où je suis élu, ou ceux avec qui je discute ou qui m'envoient des messages, me disent: vous continuez à porter cette voix, mais on a l'impression parfois que votre mouvement la porte moins. Sur ce combat-là, nous nous attendions énormément de La République En Marche. Alors continuez, reprenez ce flambeau-là. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de vous dans les quartiers populaires. Nous avons besoin de vous, nous, jeunes issus de l'immigration, pour nous démontrer qu'effectivement, en France, nous avons toute notre place et que nous pouvons, comme les autres, réussir et avoir une vie qui soit la même que celle que n'importe quel Français. Est-ce que Emmanuel Macron, vous l'avez dit au départ, il a parlé de façon assez régulière de ces sujets, il n'a pas tenu le discours solennel. À ce stade où nous en sommes, est-ce qu'il faut quand même une forme de solennité dans l'expression de ses positions sur la laïcité et la lutte contre le communautarisme? Est-ce qu'il faut une expression, disons, voilà, un peu plus présidentielle? Emmanuel Macron, il s'est exprimé à de nombreuses reprises sur la question de la laïcité. Et c'est important de le rappeler, parce que certains font comme s'ils ne l'avaient pas entendu, puisqu'il n'a pas dit ce qu'ils auraient aimé qu'il dise, finalement. Il n'a pas tenu ce discours où on a justement un discours sur la laïcité qui serait finalement un discours
contre les religions, ou en tout cas pour une sécularisation maximum de la société, puisque certains ont cette conception de la laïcité, c'est-à-dire une société où les religions se font le plus discrètes possible. En revanche, sur la question de l'islam, je pense qu'il y a des choses à dire. Il y a un chantier qui a été engagé sur la question de l'organisation des cultes. Emmanuel Macron a reçu les responsables du Conseil français des cultes musulmans hier matin. Je crois que leur responsable s'exprimait sur votre antenne ce matin même. Ils vont annoncer aujourd'hui, normalement, des mesures assez fortes, justement. Voilà. C'est important, puisqu'évidemment, nous avons besoin de mener tous ces combats ensemble. Vous attendez quoi de ces responsables? Je pense qu'il faut, par exemple, quand ils expliquent hier qu'ils vont créer un Conseil national de l'ordre des imams, que c'est une bonne chose. Il y a des sujets... Ils n'ont pas, aujourd'hui, le pouvoir de nommer des imams. Ça va servir à quoi d'annoncer qu'effectivement, ils peuvent récuser un imam qui aurait tenu des propos anti-républicains? Ils n'ont aucun pouvoir. Je pense qu'il y a quand même, sur ce sujet-là comme sur les autres, une question de mobilisation de la société, et nos concitoyens musulmans, sur les sujets qui les concernent au premier chef, la théologie, le culte ou autre, doivent pouvoir trouver des ressources aussi pour s'organiser, pour être dans une forme... Ils sont aux avant-postes de la société de vigilance? En tout cas, moi je pense qu'il faut qu'ils y soient pleinement inclus, évidemment. Donc ils ne sont pas assez vigilants, vous les appelez à être... Non, ce que je dis simplement, c'est que nous avons besoin d'eux pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre le communautarisme. Parce qu'évidemment, il y a une... Vous savez, les jeunes qui finalement s'embrigadent ou sont dans un islam politique ou dans la radicalité, ils passent rarement par les mosquées. Donc effectivement, il y a à dire aux jeunes, il y a à dire dans les prisons, dans les aumôneries, dans les quartiers, partout, que l'islam n'est pas une religion de violence, que l'islam, refaire de la théologie avec ceux qui se réclament de l'islam ne peut être qu'une bonne chose. Aurélien Taché, vous dites que vous connaissez bien les quartiers, que vous rencontrez souvent des Français d'origine musulmane. Oui, bien sûr. Bon, la loi anti-burqa est-elle appliquée en France ? Moi, dans les quartiers où je vais, je ne vois pas de burqa. Donc soit la loi est très bien appliquée, soit ce phénomène n'est pas si majeur que cela. Je vous dis simplement la réalité de terrain que moi je constate. Il y a peut-être des coins où c'est différent. Donc si c'est le cas, il faut pouvoir appliquer cette loi. On est en France, les lois de la République doivent être appliquées sans tergiverser. Je ne sais pas combien de cas cela concerne ou autre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans l'ouest du Val d'Oise, à Cergy, là où je suis, je ne vois pas de burqa. Donc vous dites c'est pas un sujet. Je dis qu'il y a une loi de votée en 2010, que s'il y a encore des gens qui y contreviennent, il faut que cette loi soit pleinement appliquée. Je ne crois pas que ce soit le sujet prioritaire et majoritaire pour faire reculer le communautarisme ou pour lutter contre le terrorisme. Pour finir, Emmanuel Macron a dit il faut lutter contre le communautarisme, et il a, sur RTL dimanche, prononcé plusieurs fois le mot interdiction. Voilà, interdire tous les comportements qui sont anti-républicains. Il a raison d'insister sur ce thème. Et qu'est-ce que c'est un comportement anti-républicain Alors c'est peut-être de personnes qui se réclament d'un communautarisme. Mais c'est peut-être ça qu'il faudrait définir. Mais si par exemple nous avons des écoles, des salles de sport, des lieux privés, les écoles privées, je veux dire bien sûr, où finalement on constate des comportements où par exemple la musique est interdite, où les petites filles et les petits garçons sont séparés ou autre, bien sûr qu'il faut interdire cela. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Moi je suis absolument opposé à toute forme de repli ou de rejet, qu'il soit au nom d'un islam dévoyé ou au nom d'une idéologie politique dévoyée, et j'en ai parlé en début d'émission. L'Élysée, Matignon projette depuis plusieurs semaines maintenant de nommer un monsieur immigration au gouvernement. Aujourd'hui, c'est un périmètre qui appartient au ministère de l'Intérieur. Il pourrait être incarné par un secrétaire d'État, un ministre, un haut commissaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la question de l'immigration doit effectivement être traitée à part entière, et que la laisser au ministère de l'Intérieur, qui est en charge de l'ordre public, de la sécurité, et donc par exemple des reconduites à la frontière, ça c'est logique, ça fait partie de ses missions de sécurité, est effectivement un choix politique qui peut être discuté. Moi je crois qu'avoir un ministère à part... Oui, j'y suis favorable. J'avais dit dans mon rapport sur la question de l'intégration que déjà il fallait une politique beaucoup plus interministérielle, où on fait intervenir l'emploi, où on fait intervenir l'éducation, et que sous la responsabilité du Premier ministre, on aurait certainement cette coordination plus forte. Un ministère de l'immigration, secrétaire d'État au commissaire, qui laisserait une belle place à l'intégration. J'imagine, c'est ce que vous souhaitez aussi. Je pense que ce serait utile pour le pays. Puisque c'est vous qui dites que c'est ça, finalement, l'outil prioritaire pour lutter contre ce climat actuel. Merci beaucoup d'avoir été sur LCI, Aurélien Taché. Bonne journée. C'est à vous, Pascal.